Bonjour, voici la dette grecque. La dette grecque est d'un total de 320 milliards d'euros à l'été 2015. Elle est détenue en majorité par le FMI, la zone euro et la Banque centrale européenne qui l'ont rachetée aux créanciers privés via des plans d'aide. La solvabilité de cette dette est assurée par le mécanisme européen de stabilité qui emprunte auprès des marchés financiers, les États de la zone euro se portant garant. Alors aujourd'hui, nous allons tâcher d'explorer les solutions possibles de cette crise en faisant des allers-retours dans l'histoire. Vous verrez justement que l'histoire en dit long sur les enjeux de la dette qui touchent au fonctionnement même de nos sociétés. La dette a toujours existé. Son existence est même antérieure à celle de la monnaie. Elle apparaît en Mésopotamie, à Sumer, dès l'apparition de l'écriture, soit en 3000 avant Jésus-Christ. Les pièces de monnaie, quant à elles, n'apparaissent qu'en 700 avant Jésus-Christ. La dette était inscrite sur des tablettes qui pouvaient circuler. Elle fut donc la première forme de monnaie. Aujourd'hui, la dette concerne tout le monde, en particulier les États, comme on le voit sur cette carte. Mais ce qui varie dans l'histoire, c'est le rapport de force entre créanciers et débiteurs. À l'origine, à Sumer, en Mésopotamie, puis dans la Rome antique, les gens endettés étaient des paysans pauvres qui mettaient en gage leurs biens. S'ils ne pouvaient rembourser leurs dettes, ces paysans étaient réduits en esclavage selon la législation. Leur responsabilité était donc illimitée. Néanmoins, le pouvoir politique avait les créanciers à sa botte. Lors de la fête du jubilé, les rois disposaient d'un droit d'amnistie qui annulait l'ensemble des dettes et des servitudes qui étaient associées. Si la dette est rare durant le Moyen-Âge pour des raisons religieuses, elle connaît à la fin de cette période une renaissance. En effet, les cités italiennes et les rois de France ont recours à l'emprunt auprès de grandes familles pour financer leurs guerres. Mais là encore, le pouvoir politique disposait d'un ascendant appréciable sur le créancier. En effet, les États se libéraient de la dette en exécutant leurs créanciers. C'était un moyen de restructuration expéditif mais efficace. La dette n'était ainsi jamais payée. Un tournant a lieu au début des années 1980. Avec Thatcher au Royaume-Uni et Reagan aux États-Unis, c'est l'imposition du modèle néolibéral via le consensus de Washington. D'autre part, du fait du ralentissement de la croissance, les États recourent massivement à l'emprunt. Enfin, des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international apparaissent. Celles-ci encadrent le remboursement de la dette. Il y a donc une très forte hausse des taux d'intérêt. Dès lors, la primauté est dans le camp du créditeur. Bien, ces quelques notions d'histoire nous montrent donc qu'il n'y a pas une prévalence universelle et intemporelle du créancier sur le débiteur. Ainsi, le rapport de force est toujours mouvant, il est fonction de décisions politiques et surtout, il peut s'inverser. Ce long itinéraire de la dette à travers les âges va nous permettre de mieux comprendre les issues qui s'offrent à la Grèce à l'heure qu'il est. Le premier scénario est une poursuite de l'austérité sous tutelle des institutions européennes. Il s'agit du scénario le plus probable puisque l'accord trouvé le 13 juillet 2015 va dans ce sens. Cet accord prévoit un plan d'aide de 86 milliards d'euros sous forme de prêts, mais il comporte de nombreuses contreparties. Tout d'abord, il prévoit une augmentation de la TVA, des impôts, le recul de l'âge du départ à la retraite, la lutte contre la fraude fiscale. Ces mesures pourraient permettre de remédier aux faiblesses de l'économie grecque que nous avons vues dans notre premier volet. Plus grave, cet accord prévoit la création d'un comité budgétaire indépendant qui devra veiller à ce que la Grèce respecte bien les objectifs de surplus budgétaire primaire. Enfin, cet accord prévoit 50 milliards d'euros de privatisation, montant demandé par l'Allemagne mais jugé irréaliste par les économistes. Ces privatisations se feraient via un fonds indépendant de l'État grec. De façon flagrante, cet accord correspond à une perte de souveraineté de l'État et du peuple grec. Cet accord prévoit en effet une réduction de la souveraineté budgétaire de la Grèce, le budget étant piloté de l'extérieur. Il correspond également à une liquidation du patrimoine grec rentable, une liquidation qui représente 25% du produit intérieur brut, et qui profitera au capital et aux hauts revenus. Une large frange de l'opinion grecque et européenne craint le démantèlement de la souveraineté du pays. Or, l'histoire nous montre que la dette fut souvent un outil de domination et d'écrasement. Le premier cas qui nous intéresse est celui du Mexique. En 1861, le président démocratiquement élu suspend le paiement d'une dette contractée par la dictature de son prédécesseur, López de Santa Anna. Le pays est alors envahi par une coalition composée de Français, de Britanniques et d'Espagnols, soit les créanciers du pays, qui imposent aux Mexicains Maximilien d'Autriche comme empereur. La situation grecque rappelle curieusement le cas de l'Empire ottoman au tournant du XXe siècle. L'Empire devient peu à peu un protectorat que se partagent la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, par le biais des emprunts que ces pays lui consentent. Une caisse de contrôle de la dette ottomane est gérée par des fonctionnaires européens à laquelle sont versées toutes les ressources de l'Empire, impôts, douanes, etc.
Celui-ci doit bientôt céder ses ports, ses infrastructures aux capitaux de ces trois puissances afin de servir la dette. Dans ces deux cas, certes éloignés dans le temps, la dette a servi un impérialisme territorial pour le Mexique, économique pour l'Empire ottoman. Le deuxième scénario envisageable est un défaut du pays. Alors en quoi consiste un défaut ? Le débiteur ne règle pas une échéance de dette, le pays serait alors en faillite. Ce scénario s'oppose au précédent. Il correspond à une euthanasie, là où l'austérité correspond à un acharnement thérapeutique. Il est peu probable à l'heure actuelle que la Troïka laisse mourir le patient grec. Si les médecins de la Troïka s'opposent au défaut de paiement, l'histoire nous montre pourtant qu'une faillite peut être le premier pas vers le retour de la croissance. Ainsi, la Russie, en 1998, est en proie à une crise économique et financière depuis la chute de l'URSS. Cette crise culmine en 1998 donc, avec le défaut russe sur sa dette, qui force le pays à dévaluer sa monnaie contre l'avis du Fonds monétaire international. Or, la Russie connaît entre 1999 et 2009, date de la crise subprimes, une croissance annuelle comprise entre 5 et 10%. 3 ans après la Russie, c'est à l'Argentine d'être en situation de défaut de paiement. En 2001, l'Argentine est accablée par une dette de 80 milliards d'euros provenant de la dictature militaire. Elle se déclare donc en défaut de paiement. Or, elle fait mentir les pronostics puisque de 2003 à 2009, elle connaît une croissance annuelle comprise entre 7 et 9%. Mais il serait hâtif de considérer un défaut de paiement comme une solution viable pour la Grèce. En effet, il y a déjà eu un défaut de paiement dans l'histoire de la Grèce en 1893. Le gouvernement refuse les conditions des créanciers et se lance dans une guerre contre l'Empire ottoman. C'est une guerre perdue à l'issue de laquelle la Grèce n'a même pas été admise au pourparlers de paix et a dû verser des réparations. En faisant défaut, la Grèce ouvrirait donc une boîte de Pandore aux conséquences imprévisibles. Il est peu probable que ce chemin la mène vers la croissance, car elle signifierait certainement un Grexit. La troisième issue qui s'offre à la Grèce est un audit sur la dette. C'est une solution souhaitée par une partie de l'opinion elle-même. Alors en quoi consiste un audit sur la dette ? Un audit consiste à étudier les différents emprunts qui constituent une dette publique afin d'identifier les dettes illégitimes, insoutenables ou odieuses. En la matière, le droit international reconnaît des cas de dette odieuse, c'est-à-dire contractées par des pouvoirs despotiques pour asservir une population. Dans le cas de la Grèce, il faut se souvenir qu'une partie de la dette publique provient de la dictature des colonels. Le droit international reconnaît aussi des cas de dette illégitime, c'est-à-dire contractées à l'encontre de l'intérêt général. La Grèce s'est endettée pour rembourser des banques commerciales, surtout françaises comme la BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit Agricole. Finalement, il existe des cas de dette insoutenables, c'est-à-dire des situations où l'obligation d'un État envers ses citoyens l'empêche d'observer ses obligations en matière de dette. La Grèce traverse alors qu'il est une crise humanitaire. Un audit est donc un premier pas vers un effacement de la dette, ou tout du moins vers une restructuration. Ce scénario est pourtant présenté comme impossible par les créanciers. Mais les cas d'effacement et de restructuration de la dette efficace sont-ils si rares que cela ? Un premier exemple, c'est celui de l'Allemagne. En 1953, la République fédérale d'Allemagne signe un accord avec ses créanciers, notamment la Grèce, incité par les États-Unis afin de restructurer la dette issue de la guerre. Pour Éric Toussaint, économiste, cet accord a permis d'effacer environ 90% de la dette allemande. Comme le faisait remarquer l'économiste allemand Albrecht Ritschl, ces mesures ont jeté les fondations du miracle économique allemand. Le second cas qui nous intéresse correspond à l'histoire récente. Il s'agit de l'Équateur en 2007. En 2007 donc, ce pays, dirigé par le socialiste Rafael Correa, lance un audit sur sa dette. Cet audit aboutit à la conclusion que les dettes ont été contractées à l'encontre de l'intérêt général et du droit international. L'Équateur décide donc de suspendre le remboursement de ses créances et rachète 900 millions de dollars, des titres valant 3,2 milliards de dollars. Aujourd'hui, la dette publique de l'Équateur ne s'élève qu'à 23% du produit intérieur brut et elle est limitée par la Constitution. Le pays connaît une croissance de 4% et la restructuration de la dette a permis l'augmentation des dépenses sociales. Eu égard du poids insoutenable de la dette grecque, une restructuration paraît inévitable sur le long terme, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais le processus est actuellement bloqué par l'absence de volonté politique des grandes puissances. Le quatrième scénario envisageable pour la Grèce, et qui s'est hélas déjà en partie réalisé, correspond au chaos social. Avec une dette de 320 milliards d'euros, un quart de la population active au chômage et des inégalités qui se creusent, la Grèce est en effet un pays au bord de l'implosion. Ce qui est une constante de l'histoire de la dette, c'est qu'elle est créatrice de chaos social. Le meilleur exemple est celui de l'Allemagne en 1923.
En effet, après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 condamne l'Allemagne à payer des réparations équivalentes à 2 années de son produit intérieur brut d'avant-guerre, une situation peu ou prou semblable à celle de la Grèce aujourd'hui. C'est donc une dette exorbitante qui paralyse l'appareil économique allemand. Les prix sont donc, entre 1913 et 1923, multipliés par 1000 milliards. Cette hyperinflation engendre une montée de l'extrême droite et du NSDAP, le parti nazi. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Cette crise d'hyperinflation n'a pu être résolue à partir de 1925 que par un effacement de la dette publique par le ministre des Finances, Charte. La seconde crise de la dette que comprend l'histoire grecque vient corroborer ce que l'on a déjà observé en Allemagne. En effet, en 1932, la note de la Grèce est dégradée par l'agence de notation Moody's. Le pays fait alors faillite. Cette crise entraîne un chaos économique, politique et social. Les coups d'État s'enchaînent. Cette situation aboutit en 1936 avec l'accession au pouvoir du dictateur Metaxas. Une fois de plus, la dette a été le fossoyeur de la démocratie et de l'ordre social. Si je résume, le moins que l'on puisse dire, c'est que le peuple grec a de quoi s'en faire. L'histoire pluriséculaire de la dette nous montre en effet que l'endettement public a très souvent été le point de départ d'une perte de souveraineté du pays, d'un affaiblissement de la démocratie et d'un appauvrissement dramatique de la population, autant d'éléments créateurs de chaos social. Mais il existe aussi des solutions. Si une faillite de la Grèce comporte des risques imprévisibles, un audit sur la dette, premier pas vers une restructuration, permettrait peut-être de désamorcer une situation lourde de menaces non seulement pour la Grèce, mais pour l'Union européenne. Les grandes puissances de l'Union doivent donc choisir. Aider la Grèce de Syriza, parti de gauche favorable au projet européen, ou bien laisser la situation pourrir sur place, quitte à être supplantée par l'extrême droite, à qui profite cette crise interminable.